La fabuleuse diversité du monde animal dans la forêt tropicale, du plus mignon au plus féroce. Nous allons essayer d'en faire l'inventaire. Vous allez maintenant découvrir pourquoi ce fleuve donne naissance à de telles créatures et qui se cache peut-être dans les jungles les plus profondes. Le jaguar est la troisième plus grande panthère après les lions et les tigres. Mais en termes de fureur et d'habileté au combat, elle peut rivaliser avec eux sur un pied d'égalité. Ce qui la distingue de ses congénères, c'est son style de chasse. Les lions étranglent généralement leur proie, tandis que les tigres leur coupent l'oxygène ou leur brisent le cou. Mais le jaguar agit différemment. Sur le crâne des victimes de ses prédateurs, on trouve également des traces de morsures puissantes qui écrasent les vertèbres cervicales, brisent l'os occipital et sectionnent les vaisseaux. Les mâchoires de ce félin sont incroyablement puissantes, vraiment. Le jaguar fait partie de ces prédateurs qui peuvent littéralement arracher la tête de leur proie. Le jaguar possède également des pattes très puissantes, qu'il peut utiliser avec une précision chirurgicale. En même temps, le jaguar est un combattant prudent, rusé et polyvalent. Il peut tendre des embuscades à ses victimes dans les buissons les plus denses, nager et chasser très bien dans l'eau, grimper parfaitement aux arbres et s'effondrer sur eux d'une hauteur énorme pour lui régler son compte, d'un seul coup. Et ce chat est aussi courageux que le glouton, car il chasse non seulement les herbivores, mais aussi les crocodiles, et ce dans l'élément naturel de l'ennemi, c'est-à-dire dans l'eau. Ce n'est pas rien tout de même. Mais pourquoi ce chat est-il si résistant? La réponse à cette question explique en même temps pourquoi l'Amazonie porte en son sein des bêtes si féroces. Le jaguar, malgré tous ses avantages, bien qu'il soit l'un des prédateurs les plus efficaces de la région, n'est pas le seul roi de la jungle. Mais ce gros chat a besoin de tous ses atouts pour survivre, bien sûr. Dans presque n'importe quelle autre partie du monde, un prédateur ayant les capacités du jaguar serait l'espèce dominante. Mais en Amazonie, il n'est qu'une espèce parmi d'autres. Par exemple, sa façon de mordre l'arrière de la tête de ses proies a été développée simplement parce que les créatures que le jaguar chasse sont invulnérables à la strangulation et si puissantes qu'il est pratiquement impossible de leur briser le cou d'une autre façon. Son habitat extrêmement rude a fait du jaguar un chasseur plus redoutable que le lion ou le tigre même. Bien que le chat tacheté soit inférieur à ses grands cousins en termes de taille et de puissance, il les surpasse en termes de compétences spéciales. Par exemple, sa vision particulière. Vous savez que les félins ont une bien meilleure vision que les humains. Mais le jaguar a une vision encore meilleure que celle de la plupart de ses congénères. Non seulement sa vision est incroyablement nette et claire, et dispose d'un mode de vision nocturne, eh oui, mais elle a aussi des capacités de démasquage, bien sûr. De nombreux animaux ont pris le mimétisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se fondre dans leur environnement, ce qui les rend vraiment presque invisibles. Le jaguar n'a que faire de cette capacité. Grâce à sa vision extraordinaire et son camouflage, personne ne peut le battre. De plus, ce félin possède la morsure la plus puissante de tous les félins. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à bout des carapaces de tortues, de caïmans et de tatous. Ouais, vous avez bien compris, les jaguars peuvent couper les puissantes carapaces des tortues et même affronter la carapace frontale d'un crocodile adulte. Et en même temps, le félin peut attraper des proies, même très haut perché. Car pesant jusqu'à 220 livres, jusqu'à 100 kg, ce prédateur vole pratiquement entre les branches à une hauteur énorme, grimpe aux plus hautes cimes des arbres et attrape des singes ainsi que d'autres animaux très agiles. Il est beau, n'est-ce pas? Je pense qu'il mérite vos likes. Le bassin de l'Amazone est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Il rivalise avec le Nil pour le titre du plus long fleuve. Mais là où l'Amazone n'a pas d'égal, c'est par la taille de son bassin et le volume d'eau qu'elle contient. Si l'on tient compte de ses affluents, la taille du bassin de l'Amazone est plus de 3 fois supérieure à celle du Mexique.
La majeure partie de ce vaste territoire est occupée par la jungle, qui y pousse depuis plus d'1 million d'années. L'abondance de l'eau, la fertilité du sol, l'humidité élevée et le climat chaud en ont fait le meilleur endroit au monde pour une végétation dense. Dans ces conditions, la jungle est devenue incroyablement dense et diversifiée. Savez-vous que l'Amazonie est le poumon de la planète? Même si c'est un petit peu exagéré, c'est presque vrai, car la forêt tropicale humide produit environ 20% de l'oxygène nécessaire à la planète. Mais cette merveille de la nature a bien sûr une autre facette, plus sombre. Grâce à ces conditions favorables, la flore a développé un écosystème unique. L'Amazonie est presque un autre monde. Un monde très dur. Il y a une véritable course à l'armement dans la nature. Les prédateurs développent de nouveaux moyens pour dominer leurs proies. Les proies, quant à elles, tentent d'acquérir de nouvelles armes défensives. En Amazonie, cette course a été stimulée par les conditions difficiles. C'est pourquoi la plupart des créatures qu'il est préférable de ne jamais rencontrer s'y trouvent. Il n'y a qu'en Australie où l'on trouve des créatures tout aussi dangereuses. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses. C'est justement en Amazonie que l'on trouve le serpent le plus long et le plus fort du monde, l'anaconda. Ce reptile atteint une longueur d'environ 5 mètres, ce qui est sa taille habituelle. Le livre des Guinness des records a répertorié un serpent qui faisait presque le double de sa taille. Selon la population locale, il existe de véritables géants dans la brousse impénétrable. Ces serpents légendaires peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long. Un tel serpent serait capable de se suspendre à un 6e étage d'un immeuble et d'avoir la queue à la fenêtre après que sa tête ait atteint le sol. Il n'existe aucune preuve documentaire de l'existence de tels géants, bien sûr. Ou alors, elles ne sont pas fiables. Mais convenez qu'il serait stupide de rencontrer dans une forêt tropicale un énorme serpent capable de chasser les éléphants et d'essayer de l'étirer dans le sens de la longueur pour le mesurer avec précision. Un peu suicidaire tout de même. Ainsi, même si de tels reptiles existent, il est peu probable que nous en ayons la certitude dans les prochaines années. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Même l'anaconda commun est l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Le corps entier de l'anaconda est une arme composée de muscles tordus et tendus, aussi puissants que vraiment des câbles d'acier. Même un anaconda ordinaire peut vaincre un sanglier et être dangereux pour le jaguar et le caïman noir. Ces serpents se jettent sur leur proie à la vitesse de l'éclair. Alors que la proie est en état de choc, le serpent l'a déjà entouré de ses anneaux. L'anaconda ne cherche pas à trouver un coup pour étrangler sa proie. Le serpent n'en a pas besoin. Au lieu de cela, le reptile écrase simplement sa proie avec sa masse et enserre tout son corps dans son étreinte. Les anneaux immobilisent ses membres et l'empêchent de se battre, de courir ou de contre-attaquer efficacement. La proie tente de respirer, mais à chaque expiration, le serpent fait un effort supplémentaire et resserre sa poitrine. Cela laisse moins de place dans les poumons pour la respiration suivante. Peu à peu, la proie perd ses forces. Effrayant, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini. Lorsque sa proie est sur le point de se rendre, l'anaconda serre son corps encore plus fort pour briser les os et endommager gravement les organes internes. Avez-vous de la peine pour la proie de l'anaconda? Elle ne peut qu'espérer que cette étape lui sera fatale. Après tout, le serpent mange sa proie en entier et l'avale lentement. Vous voyez ces deux os dans la main du scientifique? Ce sont les vertèbres de deux serpents. Celle qui tient dans sa main droite appartient à un anaconda. Peux-tu imaginer la longueur du monstre si ses vertèbres sont plusieurs fois plus grandes que l'os équivalent de ce serpent géant? Il s'agit du plus grand serpent de l'histoire de la planète, le titanoboa. Selon les scientifiques, les plus gros anacondas pèsent environ 480 livres, environ 210 kg. Le titanoboa est 5 fois plus grand.
Le serpent pèse environ 1 tonne, dont toute la masse est constituée de muscles puissants. Cette créature s'est éteinte il y a des millions d'années. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de ce monstre. Mais devinez où vivaient ces créatures? C'est exact, dans le bassin de l'Amazonie. Bien entendu, l'Amazonie abrite également des serpents venimeux, parmi les plus dangereux du monde. Comment auriez-vous pu en douter? Cet endroit est étonnant par la diversité des moyens dont disposent ses habitants pour se battre. Le Kaisaka est un serpent venimeux qui possède une vision infrarouge. Il capte la chaleur du corps et préfère chasser les petits rongeurs. Mais son venin est conçu pour protéger son propriétaire d'un cerf agressif, et pas seulement d'une souris. Le Kaisaka est un parent du serpent à sonnette, et son venin a donc un effet similaire. Il s'agit d'une hémotoxine, une substance qui détruit le sang. La composition chimique complexe du venin lui confère un effet combiné. La nécrose des tissus commence à l'endroit de la morsure. Mais c'est surtout le système circulatoire qui est touché. Des hémorragies internes abondantes se produisent, ce qui affaiblit l'organisme. Le cœur et les reins cessent alors de fonctionner. Il existe un antidote contre le venin de Kaisaka, mais le sérum doit être administré le plus rapidement possible pour que la personne survive. Statistiquement, le venin de ce serpent particulier affecte le plus des personnes vivant dans le bassin amazonien, bien sûr. Ce nombre considérable de créatures dangereuses s'explique facilement par la densité de population la plus élevée de tous les macro-écosystèmes de la planète, dit biome. Un biome est l'ensemble des écosystèmes d'une zone climatique donnée. L'Amazonie est bien sûr une zone immense, mais elle abrite plus de créatures vivantes que n'importe quel autre endroit de la planète ayant la même superficie. Pensez-y. 10% de toutes les espèces connues de la science vivent ici, dans le bassin d'un seul fleuve. Ce n'est pas parce que les scientifiques sont paresseux et ne cherchent des créatures vivantes qu'ici. Au contraire, l'Amazonie fait encore l'objet de recherches et apparemment des centaines, voire des milliers d'espèces inconnues vivent dans cette jungle et ne demandent qu'à être découvertes. Ou pas. Auquel cas, les scientifiques risquent d'avoir de mauvaises surprises, tout simplement. Des millions d'espèces d'insectes, donc des dizaines de milliards. Des milliers d'espèces d'oiseaux, bien sûr, de reptiles et d'amphibiens, des centaines d'espèces de mammifères, y compris de très grande taille. Cette diversité d'espèces est une autre raison pour laquelle l'Amazonie engendre des monstres. Statistiquement, plus il y a de créatures vivantes en général, plus il y en a qui sont dangereuses. En outre, la diversité des espèces est également influencée par un climat chaud et humide. L'Amazonie est chaude et humide toute l'année. Ces conditions sont évidemment propices au développement des bactéries pathogènes. Si vous décidez d'explorer la jungle, soyez prévenus. Même si vous n'êtes pas sujet aux morsures et aux piqûres, les maladies contagieuses sont nombreuses et l'humidité facilite l'infection, les plus petites plaies et des égratignures. Mais les maladies et la forte probabilité d'inflammation des blessures cutanées, même minimes, ne suffisent pas à empêcher les êtres vivants de se développer si les conditions s'y prêtent. Et ici, les conditions sont excellentes. Ainsi, tant que l'homme n'interviendra pas par la déforestation et le développement de l'agriculture, les populations de nombreuses espèces en Amazonie seront constamment élevées. Cela signifie qu'il y a un grand nombre de prédateurs, bien plus que dans beaucoup d'autres régions de la planète. Par exemple, le Canada, qui est plus grand que le bassin amazonien, abrite plus de 30 espèces de serpents, mais seulement 4 d'entre elles sont venimeuses et peuvent constituer une menace pour l'homme. Le bassin amazonien compte des centaines d'espèces de serpents venimeux, et donc quelques dizaines de serpents dangereux, bien sûr. Le plus grand serpent venimeux du bassin amazonien est le Bushmaster. Il vit dans les coins les plus reculés de la jungle. C'est la seule raison pour laquelle les gens ont rarement la chance de le rencontrer.
Le Bushmeister est en effet un monstre redoutable. Il mesure 2 mètres de long et peut parfois atteindre le double. Ce qui lui permet de rivaliser avec le Cobra Royal pour le titre de plus grand serpent venimeux de la planète. Le velin a une action combinée, frappant simultanément le système nerveux et affectant le sang de la victime. Il est intéressant de noter que ce serpent est l'un des meilleurs maîtres du camouflage. Il est capable de rester complètement immobile au même endroit, ce qui lui confère un camouflage parfait. Dans une position immobile, il peut attendre une proie pendant des jours. Grâce à son mode de vie sédentaire, il peut se permettre de se nourrir très rarement, une fois par mois, voire moins même. Imaginez un peu, un animal se promène dans la forêt et surveille constamment son environnement, sans quoi il ne pourrait pas survivre ici. Tout semble aller bien, aucun mouvement inutile, aucun bruissement, aucune menace. Et soudain, les dents qui lui mordent la patte et une douleur atroce lui traverse tout le corps. Et ce n'est que le début. Le poison fait alors son effet, tandis que le pauvre animal en état de choc réalise que soudain, comme sorti de nulle part, un énorme serpent aussi long qu'une voiture est apparu à côté, juste à côté de lui. Si vous pensez que seuls les grands animaux constituent une menace en Amazonie, vous vous trompez bien sûr. Tout littéralement peut constituer une menace. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un animal apparemment mignon qui semble sans défense jusqu'à ce qu'il vous poignarde au visage. Comme cet adorable petit crapaud par exemple. Il est adorable, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas qu'une centaine de ces bébés pourraient anéantir tous les jaguars de la planète. C'est pourquoi ces bébés tachetés, comme la plupart des autres créatures vivantes, évitent cet amphibien. La grenouille tachetée a été surnommée la redoutable grenouille feuille. Et ce nom n'est pas exagéré. Elle est l'une des créatures les plus venimeuses de toute la planète. Ne soyez donc pas surpris par sa coloration vive. La cicadelle n'est pas camouflée. Avec une longueur de corps d'environ 1,5 pouce jusqu'à 4 cm, elle ne craint personne de se distinguer parmi le feuillage. Exprès pour être repérée de loin et non pour être touchée. Et ça marche! La plupart des animaux fuient lorsqu'ils voient cette petite créature. L'une des principales caractéristiques de la grenouille est que son corps entier est recouvert de venin. La plupart des toxiques attaquent le système circulatoire ou au moins la muqueuse de la victime. Ce n'est pas le cas du venin de la cicadelle. Il agit à travers la peau. En d'autres termes, il suffit de toucher ce petit monstre avec le doigt pour que le poison agisse en quelques minutes. La quantité totale de poison sur une grenouille est 500 fois supérieure à ce qu'il faut pour arrêter le cœur d'un être humain. Et pourtant, les humains ont une résistance assez élevée au poison par rapport à leur poids corporel. Cette créature amphibie fonctionne à coup sûr. Alors, de quel poison s'agit-il ? Il s'agit de la batrachotoxine, l'une des substances toxiques les plus mystérieuses du règne animal. Elle est incroyablement toxique et a des effets complexes. Avant tout, elle détruit le cœur. En raison de sa structure combinée, le poison provoque à la fois une augmentation de la fréquence cardiaque, une perturbation de ses rythmes et par la suite, un arrêt cardiaque complet. La toxine ne met que quelques minutes à agir, mais ce sont des minutes très douloureuses. En outre, le poison affecte également le système nerveux, provoquant des changements irréversibles. Douleurs, crampes, perte de contrôle musculaire. Il n'y a pas d'antidote à la toxine. Aucun. Pour une raison inconnue, des scientifiques ont prouvé que lorsqu'elle est combinée à du venin de scorpion, les propriétés empoisonnantes de la batrachotoxine sont multipliées par 12. Nous ne savons pas pourquoi cette information est nécessaire. Peut-être les scientifiques ont-ils peur que les grenouilles s'allient aux scorpions et tentent de s'emparer de la planète. Avec une telle arme, ils ont une chance. Après tout, les chercheurs ne peuvent même pas dire exactement d'où vient cette toxine. Je veux dire, des crapauds évidemment, mais personne ne sait comment ils la produisent. Peut-être existe-t-il des glandes spéciales dans le corps de l'amphibien qui n'ont pas encore été découvertes. Peut-être est-ce qu'une question de régime alimentaire? On a trouvé chez certains
coléoptères des substances dont la structure ressemble à celle de la batrachotoxine. Si la grenouille mange ces insectes, elle peut accumuler en elle-même les différents poisons, imaginez, et après elle a juste à les transmettre. En captivité, oui, quelqu'un a pensé à garder ces petits monstres en captivité, je vous le conseille de ne pas le faire, elles perdent progressivement leurs propriétés toxiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent achever non pas un troupeau entier de taureaux, mais seulement 2 ou 3 individus à la fois. Vous devinez sans doute que le venin de ces amphibiens a été utilisé il y a plusieurs siècles, n'est-ce pas? Bien sûr, comme une arme. Les tribus locales l'utilisaient pour lubrifier les flèches. Il n'y a donc pas lieu de se disputer avec les indigènes, vraiment. Sinon, le redoutable cicadelle est une créature adorable. Au lieu d'une toile, elle possède des extensions de ses doigts qui l'aident à adhérer aux feuilles. C'est sur elle qu'elle passe la plus grande partie de sa vie. C'est cette caractéristique qui donne son nom à l'espèce. Maintenant, prépare-toi. Il existe dans le bassin amazonien une centaine d'espèces de grenouilles dont le venin peut être dangereux pour les grands animaux. Et la grenouille-feuille n'est que l'une d'entre elles. Nous ne décrirons pas les 99 autres. Sinon, vous serez tellement fasciné par elle après cette vidéo que vous commencerez à attraper des insectes avec votre langue. Mais il faut admettre que 100 espèces de grenouilles venimeuses pour une seule rivière, c'est quand même beaucoup. Après tout, chaque espèce représente une population de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'individus. La particularité de l'Amazonie est que les membres de n'importe quel groupe d'animaux peuvent y être très dangereux. Des dizaines d'espèces de scorpions venimeux, des centaines d'espèces d'insectes que vous n'aimeriez pas rencontrer. Et chaque année, on en découvre de nouvelles. Dans le bassin amazonien, plusieurs espèces de fourmis peuvent être très dangereuses pour l'homme. Elles sont aussi dangereuses qu'un lion mangeur d'hommes. Par exemple, cette petite fourmi, regardez-la. Vous la voyez là? Penses-tu que ces insectes ne peuvent être nuisibles qu'en grand nombre? Non, ce n'est pas le cas. La morsure d'une de ces fourmis provoque une douleur que des personnes expérimentées ont comparée à un impact de balle. Et tout cela grâce à un venin très puissant. Contrairement au venin de serpent, cette toxine n'est pas censée arrêter votre cœur. Non, elle doit vous faire souffrir. Une piqûre d'au moins 3 de ces fourmis vous fera oublier à jamais l'idée de vous approcher de leur colonie. Même cet insecte a un nom propre, la fourmi à balles. Ou encore les fourmis vagabondes. Elles s'appuient sur le travail de groupe. Leur cohérence est admirable, surtout de loin. Si vous vous retrouvez à côté de leur colonne, la seule chose à laquelle vous penserez sera de vous enfuir, bien sûr. Contrairement à la plupart des autres fourmis, ces fourmis ne créent pas de fourmilières, ni ne construisent de grands palais en surface ou des tunnels souterrains. Elles voyagent simplement, comme leur nom l'indique. Mais dans leur pérégrination, elles ne ressemblent pas à de jolis touristes, mais à une sorte de Gengis Khan ou d'Attila avec sa horde qui a déferlé sur l'Eurasie par le feu et l'épée il y a plus d'1 millier d'années. Les fourmis errantes se déplacent tout simplement et démolissent, dévorent, détruisent littéralement tout ce qui se trouve sur leur chemin. Il y a des milliers de créatures dans leur colonie, et la plus ordinaire des ouvrières combattantes est plus féroce qu'un frelon. Et les fourmis soldats en général ressemblent à une sorte de force spéciale des insectes. Les fourmis, c'est les rats, marchent en colonnes distinctes, avec des guerriers qui patrouillent constamment à leurs frontières. Elles protègent les autres des menaces extérieures. Les fourmis ouvrières ne portent que ce nom. En fait, ce sont d'excellentes chasseuses, vraiment. Regardez. Parmi elles, il y a des éclaireurs qui partent à la recherche des meilleurs itinéraires et ceux qui attaquent les proies qui ont la malchance de se trouver sur le chemin de cette grande famille. Les actions de ces individus sont parfaitement coordonnées, tant dans les combats que dans les déplacements, car ils transportent tout ce dont ils ont besoin, se procurent de la nourriture et la distribuent de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul individu affamé. Au milieu se trouvent les fourmis qui transportent les larves, les œufs et surtout la reine. Lorsque la colonie trouve quelque chose de savoureux, elle se jette sur la cible comme un seul organisme. En quelques minutes, il ne reste plus que le squelette de l'oiseau.
La nuit, la colonie arrête son flux. Établit une base temporaire qu'elle garde aussi bien que les États-Unis gardent le Pentagone. Et le matin, ils repartent et poursuivent leur route. Et même les obstacles aquatiques ne peuvent arrêter ces bêtes déterminées. Si par exemple un cours d'eau est suffisamment étroit, les fourmis créent une sorte de pont vivant. Certaines d'entre elles construisent et les supportent tandis que les autres portent tout ce dont elles ont besoin sur leur dos. Et si l'étang est large, les fourmis construisent des radeaux vivants de la même manière. La plupart des fourmis qui se trouvent au fond d'un tel bateau survivent, car leur organisme respiratoire reste au-dessus de l'eau, tant leur construction est efficace. Il ne s'agit pas que de 2 espèces de fourmis. Pouvez-vous imaginer quelles autres créatures y vivent? Mais bon, pourquoi imaginer? Nous allons vous le raconter. En général, les petites créatures de l'Amazonie peuvent être encore plus effrayantes que les grands monstres. Regardez, c'est un candiru. Et elle aime les hommes qui pensent que le monde entier est un toilette géant. Elle aime se nourrir de nos défections. Si un homme se rend sur le rivage de l'Amazonie pour faire une petite toilette, comme on dirait, il y a de fortes chances que cette petite créature pénètre dans son urètre en remontant le cours de l'eau. Vous voyez dans quel sens, n'est-ce pas? Le candiru est si petit qu'il grimpe facilement dans l'urètre ou même dans la vessie et se nourrit des cellules et du sang qui l'entourent. Il déproie des branchies sur lesquelles se trouvent des épines. Ces épines provoquent des blessures petites mais douloureuses. Avons-nous mentionné qu'elle est dangereuse pour les hommes? C'est une blague. Il est dangereux pour tout le monde et peut tout à fait pénétrer dans le corps d'une femme. Et le poisson ne peut être retiré que par voie chirurgicale. Il faut admettre qu'il n'existe pratiquement aucune preuve fiable de l'existence de cette attaque particulière sur l'homme. Seulement des preuves anecdotiques et bien sûr, des rumeurs. En général, le candiru parasite les poissons. Il s'introduit dans leur fente branchiale, y étend ses propres branchies, mutile l'hôte et boit son sang. En gros, c'est un poisson vampire. Il n'existe pas de données précises sur le danger pour l'homme. Mais il vaut mieux ne pas le savoir, n'est-ce pas? Le poisson dangereux le plus connu de l'Amazonie est bien sûr le piranha. À première vue, il ne paie pas de mine. Couleur gris-vert, corps arrondi. Sauf que l'expression de son visage est un peu agressive et colérique. Mais c'est l'un des prédateurs les plus dangereux de la planète, du moins dans sa niche écologique. Se retrouver dans un plan d'eau où vivent des piranhas, c'est comme tomber dans un piège à ours qui ne se contente pas de capturer sa proie, mais la dévore également. Le principal avantage de ces poissons voraces est la quantité. Plusieurs dizaines de poissons peuvent vivre en banc. Chacun d'entre eux est vorace et incroyablement agressif. Les poissons ne sont pas considérés comme des créatures intelligentes, mais les piranhas ont des tactiques d'attaque étonnamment efficaces. Ils se jettent sur leur proie en meute et tentent de l'encercler de tous les côtés. Chaque poisson agit de manière autonome, mais leur habitude rend l'interaction des piranhas très efficace pendant l'attaque. Les poissons s'approchent instantanément de leur cible, arrachent un morceau de chair à leur proie vivante, puis s'éloignent pour avaler la nourriture. Et pendant ce court instant, un piranha prend la place d'un autre, qui lui inflige une morsure directement sur la zone de la morsure précédente. Et il faut moins d'1 seconde à un poisson pour attaquer. Et comme les poissons entourent leur proie et s'alignent même en ligne pour la mordre, il s'avère que ces créatures attaquent pratiquement sans arrêt. Les piranhas vous ont-ils fait peur? Ou aimeriez-vous en avoir un dans votre aquarium? Répondez dans les commentaires. Pour leur taille, les piranhas ont des mâchoires très puissantes. Ils peuvent même mordre à travers un tube de bambou dont le diamètre est si grand qu'il tient à peine dans la bouche du poisson. C'est comme si vous pouviez mordre dans la table sur laquelle vous êtes assis. De plus, les piranhas ont des dents triangulaires assez grandes et pointues, parfaites pour déchirer des morceaux de viande. Même un seul poisson peut causer une gêne considérable à des animaux relativement grands, car la plaie après la morsure saignera abondamment. Mais une douzaine de piranhas représente déjà une menace pour un jeune cerf de taille moyenne.
et une grande meute est capable de s'attaquer à n'importe qui. Les écailles des caïmans adultes leur sont probablement inaccessibles en raison de leur force et de leur épaisseur. Mais un anaconda sera dévoré par une meute de piranhas en 6 à 7 minutes. Et une vache qui pèse une demi-tonne sera grignotée en un quart d'heure. D'ailleurs, les piranhas peuvent nager jusqu'à l'océan, même si ce poisson ne se reproduit qu'en eau douce. Ils chassent généralement leur proie dans une eau trouble, mais ils peuvent vivre confortablement aussi bien en eau profonde qu'en eau peu profonde, malheureusement pour nous. En général, ils chassent d'autres poissons et recherchent des endroits où les proies peuvent être vraiment nombreuses. L'appétit de ces créatures est sans fin, mais les mammifères doivent également se méfier d'un tel prédateur. Jusqu'à présent, aucune attaque mortelle de piranhas sur des humains n'a été enregistrée. Mais qui sait? Il n'y avait peut-être personne pour le dire. D'autant plus que les humains sont parfois attaqués par ces poissons, surtout si l'un d'entre eux perturbe leur groupe. Voilà une raison supplémentaire de ne pas aller dans l'eau de l'Amazone. Vous avez peur? Mais nous aussi. Nous sommes un peu mal à l'aise d'ailleurs. Alors promets-moi que si tu pars en voyage en Amazonie, tu feras très attention à ne pas aller dans l'eau et à ne pas toucher ou même approcher la faune locale. D'accord? On pourrait croire que le piranha est un Terminator qui détruit tout et qui n'a peur de personne. Mais tu connais déjà le secret de l'Amazonie, n'est-ce pas? Les monstres y vivent précisément parce que chaque prédateur a son propre ennemi, dangereux même. Ce qui oblige les espèces à entrer constamment en compétition, à devenir plus fortes, plus dangereuses et plus effrayantes. Ici aussi, les piranhas ont leurs propres chasseurs, et ce poisson ne se regroupe pas en grands bancs. Il n'en a pas besoin. Il s'agit de l'arapaima géant, l'un des plus grands poissons d'eau douce du monde. Imaginez un brochet ou une perche de la taille d'un lion adulte. Voilà ce que c'est. L'arapaima, le plus commun, atteint 2 mètres. Mais des spécimens beaucoup plus grands ne sont pas rares. Par exemple, il mesure environ 3 mètres de long et des rapports non confirmés font état de véritables géants. Des poissons de rivière de plus de 14 pieds de long, plus de 4,5 mètres, imaginez, et pesant autant qu'une petite moto. Bien sûr, si les piranhas peuvent s'attaquer au bétail, il est évident que la simple supériorité de taille ne suffira pas à mettre ce prédateur hors d'état de nuire. L'arapaima possède un certain nombre de super-pouvoirs qui font de ce poisson un excellent chasseur qui se sent en confiance même dans cet enfer vert. Certes, sa nature agressive, sa vitesse phénoménale, ses mâchoires puissantes, ce poisson a tout ce qu'il faut dans son arsenal. Mais le plus important, c'est son armure. Il est difficile de trouver un poisson dont les écailles sont plus résistantes, environ 10 fois plus résistantes que les os. En outre, les écailles sont superposées, regardez, ce qui donne l'impression d'une cotte de maille naturelle. L'arapaima peut résister à l'assaut d'une meute de piranhas et passer à la contre-attaque en détruisant l'ennemi, tout simplement. Et ce n'est pas tout. L'arapaima peut respirer l'air atmosphérique. C'est pourquoi il aime chasser dans les eaux peu profondes. Même s'il est au-dessus de l'eau, il peut survivre. La capacité de l'arapaima à respirer l'oxygène dissous dans l'air est probablement due au fait qu'il s'installe dans de petites mares où les plantes et les autres poissons boivent déjà tout l'oxygène de l'eau. L'arapaima n'a pas de poumons, mais des tissus spéciaux dans le pharynx et sur la vessie natatoire. L'arapaima rebondit à la surface toutes les 5 à 20 minutes et émet un souffle dont le son caractéristique peut être entendu de loin. Et comprenez qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de cette masse d'eau. Il est peu probable que l'arapaima soit dangereux pour l'homme, mais s'il attrape même de petits oiseaux hors de l'eau, qui sait? Vous penserez que la tarentule brésilienne est mignonne comparée à beaucoup de nos autres héros. En tout cas, pour une personne adulte et en bonne santé, qui ne souffre pas d'allergie, le poison de cette araignée ne représente pas une menace excessive. Même si, bien sûr, il provoque une douleur terrible. Comment pourrait-il en être autrement? En Amazonie, tout provoque de terribles douleurs. La toxine sécrétée par la tarentule n'est pas assez puissante pour arrêter le cœur d'un être humain. Et ce, pour une bonne raison. Elle n'est pas destinée à protéger l'araignée des prédateurs, mais à la chasser.
De tels poisons sont destinés aux petits animaux, sur lesquels il faut agir le plus rapidement possible. Le venin de la mygale s'acquitte parfaitement de cette tâche. Mais l'arme principale de cette énorme araignée est la géoagression. Elle ne tisse pas de toile sur laquelle elle s'assoit et attend sa proie pendant des heures. Au contraire, la tarentule part patrouiller le territoire environnant pour attraper activement ses proies à l'aide de puissantes pattes. Certains spécimens peuvent atteindre un diamètre de près d'1 pied, soit 30 cm. Cela fait de la tarentule l'une des plus grandes espèces d'araignées au monde. Elles ne peuvent atteindre des proportions aussi gigantesques qu'en Amazonie, une région où la teneur en oxygène et en humidité de l'air est extrêmement élevée. Cette taille, associée à 8 pattes robustes et à une mastication venimeuse, permet aux araignées de chasser non seulement les insectes, mais aussi les petits rongeurs, les grenouilles, les lézards et même les oiseaux. La chasse aux oiseaux par la tarentule est probablement le spectacle le plus impressionnant associé à cette araignée, d'où son nom. Mais dans le bassin amazonien, il y a bien sûr des araignées qui sont également dangereuses pour l'homme. Pourrait-il en être autrement? En fait, il y en a beaucoup ici, et le nombre d'arthropodes dangereux pour nous se compte par dizaines. Mais il faut surtout parler des araignées errantes. Contrairement aux mygales, elles ne se cachent pas dans les trous ou les fissures des arbres. Elles ne tissent pas non plus de grandes toiles. Comme leur nom l'indique, ces araignées préfèrent un mode de vie nomade et errent constamment dans la jungle à la recherche de nouvelles proies. Elles ne sont pas très grandes, mais elles possèdent un venin dangereux. La chose la plus étonnante à propos de ces araignées est leur générosité. Il n'y a peut-être aucune autre araignée au monde qui injecte autant de venin que celle-ci lors d'une morsure. La raison de ce phénomène est difficile à comprendre. D'une part, le poison de l'araignée amazonienne itinérante est 2 fois plus toxique que celui de la veuve noire quand même. C'est-à-dire qu'il est dangereux non seulement pour l'âme, mais aussi, par exemple, pour les éléphants. D'autre part, la production d'une toxine aussi puissante exige beaucoup de ressources, de sorte que l'araignée doit chasser plus souvent. Peut-être que ce prédateur aime tout simplement la fiabilité. Contrairement à la tarentule, elle se glisse souvent dans les habitations humaines. Elle n'attaque pas la première, mais il est facile de provoquer une attaque. Il existe des centaines d'espèces d'araignées au Brésil, mais 50% des morsures humaines sont causées par celles-ci. Le venin de l'araignée errante est une neurotoxine qui attaque le système nerveux, provoque des douleurs terribles, attaque le cœur et arrête la fonction pulmonaire. Dans les eaux de l'Amazonie, toutes sortes de créatures peuvent être dangereuses. Et elles ressemblent parfois littéralement à des extraterrestres. La raie d'eau douce, par exemple. Normalement, les membres de cette famille de poissons vivent dans les eaux salées des océans. Mais l'Amazonie est suffisamment riche en nourriture pour que ces créatures l'aient choisie comme habitat il y a des millions d'années. En général, les raies d'eau douce ne sont pas des créatures agressives, mais elles disposent d'armes extrêmement redoutables auxquelles elles ont recours lorsqu'elles sont effrayées. Et ces créatures sont très timides. Il n'y a pas d'autre moyen de survivre dans ces eaux tropicales. L'arme de la raie est constituée par les pointes de sa queue. Les pointes sont en quelque sorte cachées sur le côté. Elles ne se trouvent pas à l'extrémité et sont placées assez loin de sa base. La piqûre ne peut donc pas être remarquée immédiatement, ce qui rend l'arme encore plus dangereuse. Elle est aussi longue que la paume de la main d'un adulte. La colonne vertébrale est tranchante et suffisamment forte pour endommager les organes internes. Elle est également venimeuse. La toxine peut être fatale si elle est ingérée par la plupart des petits animaux ou de nombreux animaux de taille moyenne. Si une épine blesse le bras ou la jambe d'une personne, celle-ci a des chances de survivre. Douleur atroce, rythme cardiaque anormal, difficultés respiratoires, l'expérience est très désagréable. Mais il est possible d'y survivre. En revanche, si l'épine blesse le torse, là par contre c'est la fin. Les poissons à l'aspect étrange qui vivent en Amazonie peuvent manier des armes plus puissantes que certaines épines, bien sûr. C'est là que vit l'anguille électrique, qui génère l'une des charges les plus puissantes de son espèce. L'anguille utilise ses armes pour chasser et se protéger des prédateurs.
Si un poisson est effrayé, il utilise des organes spéciaux pour générer une charge dans l'eau qui peut arrêter le cœur d'un grand crocodile ou maîtriser un taureau ou même un jaguar. Aucun éclair bleu ne traverse l'eau. Et plus la proie de l'aiguille a l'air effrayante, elle commence à se contracter, son corps est parcouru par de puissantes convulsions, l'animal devient impuissant et son cœur finit par lâcher tout simplement. L'électrocution, due à un court-circuit domestique, est une menace très sérieuse qui vous oblige à faire attention à chaque prise de courant. Un choc électrique provoqué par une anguille est au moins 5 fois plus grave. Le plus effrayant est que, comme beaucoup d'autres monstres de l'Amazonie, ce poisson ne s'arrête pas en mi-chemin. S'il se bat, il va jusqu'au bout, malheureusement. Vous avez déjà dérangé une anguille ? Il ne suffit pas de battre en retraite, elle continue à électrocuter même si l'ennemi se retourne pour fuir. Et elle achèvera votre adversaire, à moins que, par miracle, il ne saute hors de l'eau. L'anguille peut frapper à une assez grande distance. En fonction des conditions environnementales, le coup peut atteindre la cible à plusieurs pieds, plusieurs mètres de l'anguille. Ce poisson est donc l'un des rares prédateurs capables d'utiliser une arme à longue portée. Pour montrer la robustesse des différentes créatures, il n'est pas rare de parler de la façon dont elles traitent le caïman noir, un parent local du crocodile. D'ailleurs, il ne faut pas confondre le caïman noir avec le caïman commun. Les premiers sont relativement timides, n'attaquent presque jamais le gros gibier et ne dépassent pas 2 mètres. Le caïman noir, en revanche, est une autre affaire. Cette créature peut être dangereuse pour n'importe quel habitant de l'Amazonie. C'est pourquoi ce reptile se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Ou plutôt, il la partage avec le jaguar et l'anaconda. N'allez donc pas croire que ce reptile est un souffre-douleur. Au contraire, seuls les animaux les plus rusés et les plus dangereux parviennent à combattre et à vaincre l'énorme prédateur à dents. Le caïman obtient généralement ce qu'il veut. Et il veut de la viande. Ce combattant peut mesurer plus de 7 mètres de long et peser jusqu'à 1 tonne. Cela en fait le plus grand prédateur indigène. Il chasse toutes sortes de grands animaux, des cerfs, des capybaras, des anacondas, des tapirs et des poissons-chats. Bien entendu, le caïman noir mène un mode de vie essentiellement aquatique. Les forêts tropicales de l'Amazonie regorgent de bosquets d'arbres qui poussent près de l'eau ou à même de l'eau. Les recoins ombragés et isolés sont parfaits pour tendre une embuscade à ce prédateur. Il s'élance sur ses proies depuis l'eau, ou plus rarement depuis la terre ferme. Bien sûr qu'il ne soit pas capable d'une longue chasse à travers le pays, il peut quand même s'élancer de quelques mètres à la hâte. Son arme principale est une puissante mâchoire munie de longs crocs. Le caïman arrache des morceaux de viande par de puissants mouvements latéraux de sa tête massive. Mais le reptile peut aussi frapper ou piétiner sous lui, puis mettre ses dents en action. Les écailles noires jouent un rôle important. D'une part, elles constituent l'une des meilleures défenses naturelles au monde pour les reptiles. Elles sont solides, épaisses et résistantes. D'autre part, sa couleur sert à la fois de camouflage et de moyen de se réchauffer plus efficacement. C'est important pour un reptile à sang-froid, qui passe la majeure partie de sa vie dans l'ombre et la pénombre. Les mâchoires du caïman noir sont suffisamment puissante pour saisir facilement un grand ongulé pesant au moins 5 fois son poids. Le plus surprenant, c'est que, même dans les conditions aussi dangereuses et difficiles, des gens parviennent à vivre. Et nous ne parlons pas de citoyens ordinaires du Brésil, de l'Équateur, du Pérou, de la Colombie et de la Bolivie. Il s'agit de tribus aborigènes qui vivent dans ces jungles depuis des milliers d'années. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'une réalité. Même au XXIe siècle, des tribus vivant dans les forêts impénétrables n'ont que peu ou pas de lien avec la civilisation moderne. La plupart d'entre elles ont délibérément choisi l'isolement. Leurs représentants sont conscientes de l'existence d'autres peuples avec leurs villes, leurs frontières, leur monnaie et autres nouvelles inventions. Mais ces tribus refusent tout contact. Et aux tentatives des extraterrestres de leur imposer leur culture, elles répondent par les armes.
des flèches apparemment ordinaires, mais si elles sont imbibées du poisson d'une grenouille locale que vous connaissez, il ne faut même pas les toucher. Cependant, certains pensent qu'il existe encore de telles tribus d'aborigènes qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation moderne et qui vivent à l'insu de tous dans les forêts les plus impénétrables. D'où viennent-ils? L'homme est arrivé en Amérique il y a plus de 22 000 ans. À cette époque, la côte orientale de la Sibérie était reliée à l'actuel Alaska par un passage terrestre. Pour une raison mystérieuse, des personnes originaires d'Asie se sont aventurées dans un dangereux voyage vers l'Amérique, qui était en fait un nouvel autre monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les établissements humains et leur interaction avec la faune, écrivez-nous dans les commentaires. Au cours de centaines et de milliers d'années, l'homme s'est répandu dans les deux Amériques. Ils ont même pénétré dans les forêts les plus impénétrables de la jungle amazonienne. Les tribus aborigènes qui vivent ici en sont donc les descendants directs. Certaines tribus s'assimilent progressivement aux citoyens des pays où se trouve leur terre historique. D'autres gardent le contact avec la civilisation, mais vivent selon des coutumes ancestrales. Mais il reste des tribus qui ont absolument coupé tout contact. Comment pensez-vous qu'il faille réagir à cette situation? Faut-il laisser ces gens tranquilles ou non? Répondez dans les commentaires. En Amazonie, il y a des animaux effrayants dans l'eau, sur le sol et dans les arbres. Et dans l'air alors? Bien sûr qu'il y en a. L'Amazonie est l'un des habitats des harpies. Comme ces animaux manœuvrent entre les arbres est l'une des forêts les plus denses de la planète. Leur envergure n'est pas la plus grande de tous les oiseaux. L'envergure du condor peut atteindre 3 mètres. Celle de l'aigle royal, plus de 2 mètres. La harpie a une envergure d'un peu moins de 2 mètres. Cela dit, cet oiseau est l'un des rapaces à plumes les plus massifs et les plus grands de la planète aujourd'hui. Sa patte griffue est plus grande que la paume de la main d'un adulte. L'impact puissant de ses griffes en forme de faucille, renforcé par la vitesse du vol, n'est pas plus faible que celui d'une patte de léopard. La tête d'une harpie est presque la même que celle d'un être humain, mais elle est dotée d'un bec acéré qui pourrait laisser une marque sur du métal. Ces oiseaux n'attaquent pas les humains, du moins dans ces conditions normales. Ils n'en ont pas besoin. Au lieu de cela, ils volent entre les branches et cueillent les singes et les paresseux comme des pommes. Mais taquiner cet oiseau ou s'approcher de son nid n'est pas une bonne idée. Même pour ces fous qui font du MMA, vraiment. Aucune tenue de sport n'est utile pour lutter contre la colère de la harpie. La chauve-souris vampire est une autre créature ailée locale qui peut s'avérer très dangereuse. Ce n'a rien à voir avec les fictions américaines que l'on voit, où par exemple le vampire doit surtout ne pas se mettre au soleil et avoir une coupe de cheveux plutôt débile. Ce prédateur chasse proprement, en essayant de ne pas déranger sa proie et en buvant son sang par de petites piqûres, presque imperceptibles dans le cou. Mais la chauve-souris est dangereuse parce qu'elle transporte diverses maladies dans sa salive. Et oui, elle mord aussi les gens. L'énorme biodiversité de l'Amazonie ne concerne pas seulement les animaux, mais aussi les plantes. Et oui, certaines d'entre elles sont également très dangereuses. Heureusement, rien n'indique encore que les arbres se soient rebellés comme dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, et les lianes qui étranglent les humains sont un mythe, du moins nous l'espérons. Mais c'est de la plante amazonienne que s'échappe le poison curare, l'une des toxines les plus connues au monde. Et le poison sécrété par une plante appelée strychnose est si puissant que sa résine est mouillée sur les ongles pour les combats au corps à corps. Ainsi, même une égratignure peut être fatale à un adversaire. Ce ne sont là que quelques-unes des espèces animales et végétales dangereuses qui vivent dans les forêts amazoniennes. En fait, il y en a beaucoup plus. Mais c'est une erreur de penser que cette terre n'abrite que des monstres qui cherchent à détruire toute vie sur leur passage. Les forêts amazoniennes regorgent d'une flore et d'une faune d'une incroyable beauté. Des fleurs éclatantes, des oiseaux magnifiques, des créatures mignonnes. Ouais, les animaux peuvent être d'une beauté spectaculaire, comme ces oslo voraces aux yeux verts et la peau tachetée, regardez-les. En fait, le grand nombre de créatures dangereuses est la conséquence d'un bon et non d'un mauvais habitat. Paradoxalement, de bonnes conditions provoquent une augmentation de la population.
et donc du nombre d'animaux dangereux. En outre, la présence d'un grand nombre d'herbivores signifie qu'il y aura un grand nombre de prédateurs. Cela entraîne une concurrence accrue entre les espèces, une augmentation du nombre de prédateurs et une course à l'armement plus intense entre le chasseur et la proie. Après tout cela, avez-vous envie de visiter l'Amazonie? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres endroits mystérieux et étonnants dans le monde dont nous voulons vous parler.